Ah, ça y est, on enregistre. Bah, quand tu veux, quoi. Je propose qu'on je propose qu'on garde ce passage. Ouais. Allez. Salut à tous, c'est la Nagesphère. Bienvenue sur notre nouveau format révolutionnaire. Alors, on est vraiment sur quelque chose qui se fait nulle part ailleurs, parce qu'on va vous proposer un podcast sur l'actualité d'un club de foot. Alors, on va parler bien évidemment du VFC. Au programme, un petit tour de l'actualité, un débat sur un thème précis, à savoir le 4-4-2, et enfin l'avant-match avec un supporter de la JOCR. Et oui, ça existe. Alors, puisqu'on joue ce week-end face aux Auxerrois justement, un adversaire avec un gros budget, comme dirait l'autre, on n'oubliera pas non plus d'avoir quelques petites pensées sympathiques à l'encontre d'Edis Dieck. Ça fait du bien par où ça passe. Alors, on sera à 4 cette semaine. Il y aura les préposés à l'interview d'avant-match, soit les Gilles Boulot et les Anne-Sophie Lapiti du débrief, Maxence et François. Bonsoir. Bonsoir. Et l'homme dont le pseudo fait aujourd'hui sa légende, Larry. Ah oui, bonsoir. Ah non, avant de commencer, je vais vous demander comment vous vous sentez psychologiquement après cette énième purge de samedi. Et je voulais savoir si, après tant d'années de déception, vous avez encore mal au cul les jours qui suivent. Donc un petit adjectif chacun à votre tour. Et- François. C'est la cyclogénèse, c'est-à-dire c'est le phénomène qui précède la dépression en matière météorologique. Parce que bah on est vraiment, on n'en peut plus là quoi. Sportivement c'est la même chose, l'attaque est nulle, la défense tient plus. Administrativement, selon VFC Inside, c'est le bordel au club, le public, tout le monde en a marre. Enfin, voilà. On est vraiment, enfin c'est jamais facile de supporter Valenciennes, mais là on est à notre prime et c'est vraiment la galère. Vas-y Larry. Moi, ça fait 7 ans que je suis mort intérieurement. Les défaites, les purges ne font plus rien. Donc, Donc il n'y a pas d'adjectif du coup. mort intérieur. Intérieurement obsédé, tout ce que tu veux. Mais... Comme vous voyez, cette émission est très préparée. Allez Maxence, vas-y tu peux enchaîner. Moi, je vais être du même avis que François. Désabusé, je vais dire. Parce que putain, ça fait quand même 7 ans qu'on bouffe de la merde. Et vraiment, là, c'est l'adjectif qui correspond le mieux, je pense, à la situation du VFC. Désabusé. Et je suis pas sûr, mais je crois que cet adjectif va souvent revenir dans cette émission, enfin si ça marche. Alors, on va passer à cette rubrique qui s'appelle V-News, en hommage à Pascal Pro. Je vais essayer de me mettre dans son costume. Et on va commencer avec la première actualité, puisque c'est moi qui les énonce. La première, c'est Acerbis. Alors, en deux temps, cette actualité Acerbis, il y a eu une petite rumeur de divorce suite à une dette de 80 000 euros, non remboursée par, on ne va pas prononcer son nom. Et il y a eu une autre rumeur, cette fois-ci, de prolongation pour 3 ans, final, de l'équipementier. Ça a été révélé par The Inside. Alors si, parce que finalement on se dirige plutôt vers la prolongation, je voulais savoir ce que vous pensez, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, la prolongation d'Acerbis? Oh, c'est une excellente nouvelle parce que Acerbis, c'est la dernière entité autour du club qui fait un peu semblant de s'intéresser à notre passé, avec son maillot Ningesser qui est une pure merveille, et puis là, son maillot Ningesser, mais la tribune cette fois-ci domicile de cette année. Donc s'il continue comme ça, bon, on leur pardonne pas le maillot extérieur de cette année, mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'ils ont pris assez cher sur les réseaux avec le maillot extérieur pour ne pas retenter l'aventure l'année prochaine. Enfin, en tout cas, on le souhaite. Alors, deuxième actualité, c'est un petit instant stat révélé par nos collègues de la Voix du Nord. Alors la stat, elle est incroyable. On est actuellement sur notre plus longue série de la saison. 2 matchs sans défaite. Voilà. Alors, est-ce que vaut mieux en rire ou est-ce que ça a un vrai motif de satisfaction, cette stat? Bah, vaut mieux en rire, je pense, quand même. Hein. Ça fait, comme on disait avant, ça fait quand même 7 ans qu'on bouffe de la merde. Maintenant, avoir 2 matchs sans défaite, on fait ça comme un record. Donc, franchement, vaut mieux en rire, quoi. Alors pour moi c'est une performance à saluer, hein, puisque c'est une performance qui est raccord avec notre objectif cette saison. Jouer la montée, bon, on est encore très loin, mais bon, voilà. Dans des prés orageux. Allez, troisième actualité avec la story d'Isdieck. Toujours des rumeurs aussi. Voilà, c'est une rubrique actu mais avec des rumeurs. Voilà, c'est un concept. Alors là, on est vraiment sur une rumeur qui vraiment nous a mis sur le cul. Ça a été sur Twitter. L'ambiance au sein du club est plus que malsaine depuis quelques semaines. Alors franchement, les bras nous en tombent. Alors, les langues commenceraient même à se délier. Alors, est-ce que là, pour le coup, cette info, il y a du nouveau là-dedans ou est-ce que vraiment c'est la routine? Voilà. À moitié. Je pense que depuis que la vidéo de Romain Molino est sortie, des langues commencent à se délier. Après, comme tu l'as dit, on n'est pas étonné de la mauvaise ambiance.
Ouais, Après, les langues qui se délient, elles n'ont jamais été vraiment liées parce que vraiment, je suis pas trop les autres clubs, mais Valenciennes, c'est une vraie passoire. J'ai l'impression que dès qu'il se passe quelque chose au club, c'est sur les réseaux sociaux 5 minutes après. Et puis, bon, l'ambiance délétère au sein du club, comme tu dis, nous tombons des nues et c'était absolument inimaginable qu'un club dirigé depuis 7 ans par Edis Dieck puisse mal se porter en interne. après, les langues se délient, mais c'est peut-être pas par les mêmes personnes que d'habitude. Ça peut être des gens qui n'ont rien à voir avec les choses qu'on entend d'habitude. Et ouais, bah c'est ça, la mauvaise ambiance au sein du club. Bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend ça, et ça s'aggrave peut-être, mais on entendait déjà ça il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Tous les ans, on le voit ça en fait. Et maintenant, bon, on est plus choqués. Ok. Bon, ben, j'espère que vous êtes toujours là à nous écouter après tant de minutes d'écoute. On va enchaîner sur une dernière news. Alors, une news un peu moins réjouissante, puisque c'est l'anniversaire du décès de Daniel Leclerc, alias le Druide. Alors, on va quand même souligner l'hommage incroyable du club, puisqu'il n'y a absolument rien eu, tout du moins sur les réseaux. Voilà, il est là, l'esprit famille du Hainaut. Alors, petite question provoque pour terminer cette rubrique. Était-il plus lensois que valenciennois, ce brave Daniel? Ah, c'est V-News, hein. Ah, c'est V-News, ouais. Bah, on va dire qu'il était. En termes d'émotion, je pense qu'il était plus lensois, mais en général, il était plus valenciennois. Il a fait ses premières classes de joueurs à Valenciennes. Il a pas, je vais pas dire qu'il a fini d'entraîner, puisqu'après il a encore entraîné, voilà. Mais ses grosses sources d'émotion finales en tant qu'entraîneur dans les années 2000, c'était Valenciennes. Maintenant, ouais, il a vécu ses meilleures émotions avec un titre en 98 avec Lens. Il a vécu des choses incroyables en tant que joueur avec Lens en tant que joueur. Mais voilà, quoi, c'est V-News comme tu dis. C'est dur à dire après. Après, si en partant, il avait encore un doute, là, je pense qu'il est convaincu qu'il est totalement lensois, parce que quand on voit la différence entre les deux hommages, à Lens, l'hommage de Bollaert était magnifique, et puis à Valenciennes, on n'a toujours pas posé une plaque pour baptiser la tribune. Donc, je pense qu'à partir de là, on voit bien. Et puis, l'absence de communication du club hier ne fait que renforcer le fait qu'à Lens, on lui a donné beaucoup plus la reconnaissance qu'il méritait qu'à Valenciennes. Ils savent faire les choses là-bas. On va terminer cette rubrique là-dessus, sur cette note de réjouissance. Je crois que c'est le thème de l'émission. Alors, on parlait de légende, on va enchaîner sur une rubrique de François intitulée Valenciennes, VA à l'ancienne. C'est dédié pour cette première édition à Robert Domergue, un joueur et une légende, plutôt un entraîneur sous-coté. Alors vous le savez, pour moi, beaucoup de choses ne vont pas autour de Valenciennes, mais le plus grand drame, ça restera quand même notre manque total de culture autour de notre passé et de notre histoire. Et donc à notre échelle, on va vous proposer chaque semaine un petit retour historique sur 2 anniversaires, celui d'un joueur ou de quelqu'un qui a gravité autour de Valenciennes et celui d'un match qui a marqué l'histoire du club. Donc on ne pouvait pas mieux commencer cette semaine puisque le 25 novembre représente l'anniversaire de la naissance de Robert Domergue, qui est pour moi le personnage le plus sous-coté de l'histoire du club, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Robert Domergue, avant tout, c'est un joueur, défenseur de l'AS Cannes dans les années 30, mais c'est un joueur qui arrêtera sa carrière très tôt, à 27 ans, à cause d'une grave blessure, et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin des années 30 en France, il s'est passé quelque chose, donc ça a été compliqué de continuer dans le football, mais il est surtout connu comme entraîneur de VA de 1953 à 1966, puis de 1970 à 1972, donc il aura fait d'autres grands clubs, donc des petits clubs comme l'Olympique de Marseille, mais des grands clubs aussi comme Monaco, Strasbourg ou Dunkerque, où il terminera sa carrière de 81 à 84, et il faut savoir que c'est aujourd'hui encore le deuxième entraîneur ayant le plus dirigé de matchs pro en France, juste derrière Giroud, donc avec 1046 matchs disputés, et donc il prend les rênes de Valenciennes en 1953, un Valenciennes en deuxième division qui réussit quelques prouesses, notamment avec son meilleur buteur Van Rijn, désolé si je l'ai mal prononcé, et qui finira par monter donc en D1 en 1956 après un barrage victorieux contre le LOSC, donc ça explique un peu pourquoi on aime autant ce cher Robert Domergue, et progressivement il va amener l'équipe de l'USVA en première partie de tableau de première division, avant un accident industriel en 1961 où Valenciennes malheureusement redescendra en deuxième division. Mais c'était vraiment un accident et on remontera l'année suivante. Et c'est là vraiment où Robert Domergue va amener le club dans son âge d'or, puisqu'il finira 9e en 1963, 6e en 64, 2 fois 3e en 65 et 66, puis
5e en 68, donc une vraie stabilité au haut niveau, puis c'est l'époque notamment du grand Serge Maznaghetti. Et il faut savoir qu'en misant beaucoup sur la jeunesse et la formation, il laissera un club en béton lorsqu'il partira à la fin des années 60. Il ne faut pas oublier d'ailleurs à l'époque que Valenciennes était le seul club professionnel du Nord-Pas-de-Calais, puisque Lens et Lille, à cause, je ne vais pas faire un cours de sociologie historique, mais de la fin des Trente Glorieuses, etc., ça a pas mal tangué dans la région. Et donc Lens et Lille avaient perdu leur statut professionnel, et Valenciennes a été assez solide pour résister à la tempête. Et donc Monsieur Domergue est parti vers d'autres horizons, puis est revenu à Valenciennes en 70-72, où ça a failli mal se passer. Il a failli un retour un peu à la De Gaulle, on va dire, mais ça n'a pas bien fonctionné, puisque l'année 69-70, Valenciennes finira lanterne rouge du championnat, mais le passage d'un championnat de 18 à 20 équipes sauvera Valenciennes, mais la saison suivante rebelote, 19e place, et cette fois-ci descente en D2, mais Domergue se rattrapera, et Valenciennes remontera en D1 l'année suivante. Et voilà, donc je tenais à rendre hommage à Robert Domergue, qui est pour moi le plus grand entraîneur de l'histoire du club et qui n'a pas du tout la reconnaissance qu'il mérite. Et sans aucune transition, mais alors aucune, maintenant je vais parler d'un match qui s'est déroulé il y a 11 ans, le 21 novembre 2009, et où Valenciennes est allé battre le champion en titre Bordeaux chez lui, Ajax Chalban-Desmas. Un champion bordelais qui ne s'était plus incliné à domicile depuis 2 ans, tout simplement. Donc, du côté de Valenciennes, on retrouvait dans la compo donc Guy Roland NDSCB, Serka Tiene, Abardonado, Gaëtan Bong, Rudy Mater, Carlos Sanchez, Rémi Gomis, Rono Coad, David Ducourciou, Faïd Ben Kalfala et Samassa en pointe. Et c'est donc une passe de Ben Kalfala pour Samassa qui permettra à Valenciennes de mener dès la 7e minute, et ce sera le score final. Donc Valenciennes, première équipe en 2 ans à faire chuter Bordeaux à Jacques Chalban-Desmas. Bon, pour rendre à César ce qui est à César, Gourcuff et Diarra étaient blessés, Chamax s'est blessé en début de match, mais quand même, il ne faut pas réduire cette performance qui aura permis à Valenciennes d'être 3e de Ligue 1. Quelque chose qui nous paraît inimaginable aujourd'hui, mais qui était une réalité il y a seulement 11 ans. Donc quand on a des ambitions et des moyens, on peut faire des choses à Valenciennes. À bon entendeur, salut! Merci François pour cette rubrique de qualité, comme d'habitude. On enchaîne avec réseaux sociaux, toujours par François. C'est le meilleur des réseaux sociaux et des tweets sur le VFC. Merci Julien encore pour cette transition purement incroyable. Alors bienvenue dans Réseaux sociaux, le best-of de tout ce que les réseaux sociaux valenciennois ont pu nous offrir cette semaine. Donc si vous trouvez un meilleur nom, n'hésitez pas, je suis preneur. En tout cas, on peut constater qu'il y a 2 écoles pour pouvoir survivre à un match de Valenciennes. Il y a le Doliprane de Luquitas et le Lexomil de Chris. On vous laisse faire votre choix, mais en tout cas, la sécurité sociale fait tout le temps de gros bénéfices à Valenciennes. Coup d'énervement et d'exaspération du côté des Valenciennois, comme vous l'avez compris, avec Antoine qui dit « On fait un match nul contre ce mec qui passe leur semaine à faire de l'aligot et cueillir des abricots. Réveillez-moi s'il vous plaît ». Il y a aussi Elmo Dessino qui nous dit que toute la semaine on trime au boulot comme des chiens en espérant le week-end avec impatience pour avoir le droit à un peu de bonheur dans cette vie, mais non, au VFC on n'y a pas droit, c'est comme ça, après tout, pour les gens comme nous, les rêves n'existent pas. Le compte Twitter du club qui n'est pas épargné en tout cas, puisqu'on voit la réponse de Valentin, encore une saison dans le ventre mou avec un labrador qui dort, ou Vroom Vroom qui tourne en dérision les déclarations notamment de Guégan en disant des guerriers sur le terrain, et en mettant le même de Bob l'éponge. Et comme c'est rare et appréciable que nos anciens joueurs ne nous chient pas dessus, on va citer les déclarations de Baptiste Alloué rapportées par Malik 2, notamment avec ce tweet de VFC Inside, où Baptiste disait « Je suis attaché à la région, à la ville, à l'équipe de foot de Valenciennes, à son histoire avec le Stade Ningesser, du Hainaut, les montées du National à Ligue 1, les joueurs comme Roudet, Saez ou Mater ». On ne peut pas ne pas citer le drama inutile de la semaine avec le compte officiel, puisqu'on s'était aperçu que sur un tweet, il y avait des retweets de bots, et il y avait eu pour rigoler quelques accusations comme quoi ils avaient été achetés, et une réponse maladroite du community manager de Valenciennes, mais tout est rentré dans l'ordre, puisqu'il a fait ce tweet très drôle de Larry, où il disait « Bon là, ça devient chaud », et on voit qu'il y a 64 000 retweets sur un de ces tweets, donc c'est évidemment un montage, mais ça tournait la chose en dérision, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et enfin, notre champion de la semaine, qu'on a adoré, c'est Philippe sur Facebook, qui, sous le visuel qui annonçait la fin du match et le match nul contre Rodez, un partout, nous disait il reste une mi-temps, donc visiblement il s'était assoupi et on peut pas le blâmer devant le match. Puis la réponse très sympa de Mathéo juste en dessous qui lui demande s'il parlait de la 3e mi-temps. Bon, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Merci beaucoup François pour ton travail, et on va enchaîner avec Maxence et Larry pour la revue de presse. Comme son nom l'indique, c'est une revue de presse approximative sur la Ligue 2, et avec une question bien centrale qui va être posée par Larry. Osef ou pas Osef? Oui, donc merci Julien pour cette perche tordue. Donc on va commencer par la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne, mais ça vous coûte. On va parler d'Alexis Romao, le joueur de Guingamp qui est passé par Reims et un club du Sud dont on ne prononcera pas le nom. Il a écopé d'une sanction financière par son club. Pourquoi, vous allez me dire?
il avait donné son avis sur la crise du Covid-19 en partageant une citation de l'ancien chef d'État libyen, Muammar Kadhafi. À savoir que Romao n'était pas à son coup d'essai, puisque quelques semaines auparavant, il avait partagé une autre citation sur la liberté d'expression. De je ne sais plus qui, mais De c'est Aldous quelqu'un. Huxley. Oui, voilà, merci. Pourquoi il avait partagé cette citation sur la liberté d'expression? Après avoir posté une story au volant de son véhicule sur Instagram qui n'est pas passé auprès de son club. Pour rappel, en avant Guingamp a été touché par le décès tragique de Nathalie Julan en début d'année dans un accident de voiture. Et un autre petit rappel, Romao a 35 ans si je ne dis pas de bêtises, et il n'a toujours pas de cerveau. Mais là, à cet âge-là, il n'y a plus rien à dire. Donc messieurs, Osef ou pas Osef? Pas Osef, c'est un Pas vrai Osef. scandale que ce mec qui récupérait le brassard de capitaine de Guingamp. Enfin, déjà, ils sont ridicules parce que tu le sanctionnes financièrement et ensuite tu lui donnes le brassard. Enfin, c'est incroyable qu'un tocard pareil puisse encore jouer au club et en fortiori avoir le brassard. Maxence peut-être? Ouais, bah pas Osef, parce que ouais, comme disait Sif, hier il a récupéré le brassard de capitaine pendant un petit moment pendant le match. Le mec se permet des réflexions auprès de son club quand même. Je trouve ça un petit peu scandaleux. Et comme tu disais, il y a eu l'accident de Nathalie Julan en début d'année dernière. En début d'année, et du coup, je sais pas, moi, le club aurait dû avoir une réaction logique là-dessus. Et c'est un petit peu scandaleux de ne pas avoir réagi. Pour finir, Julien? Bah, tu parlais de Muammar Kadhafi, je sais pas vous, mais ça m'a fait penser à quelqu'un. Mais bon, on va couper au montage. on coupera... on coupera sans montage. Donc on va enchaîner, on va rester sur les côtes, mais on va remonter plus au nord, le Bonaire marin. Bonheur, Bonaire, hein, c'est un petit jeu de mots pourri. Pour seul la nager a le secret. On va parler de nos amis dunkerquois, qui est en déplacement à Niort ce samedi. Dunkerque s'est imposé 2-1 chez Niort, sur la pelouse de Niort, qui était avant ce match plutôt bien placé dans le classement. De quoi couvrir l'entraîneur des Maritimes, qui doit pourtant composer avec un effectif qui n'est pas épargné par les blessures et la crise sanitaire. Au complet ou pas, les Dunkerquois font un bon début de saison avec une belle 9e place. On salue au passage nos amis les échos de tribu. Donc, Osef ou pas Osef? Pas Osef. Pas Osef, parce qu'ils sont en train de nous prendre notre place de 3e club le plus important de la région et ça commence à être critique là, parce que autant être derrière Lille et Lens, ça fait mal au cul, mais c'était tolérable, mais passer derrière Dunkerque, là, ça commence à faire trop. Maxence? Pas Osef, parce qu'ils battent quand même Niort, une des plus grosses écuries de Ligue 2. Ça fait bizarre de dire ça. Une des plus grosses écuries de Ligue 2 actuellement, puisqu'ils jouaient le top 5. Ils jouaient le top 5 même avant cette défaite, et du coup, comme disait Steve, ils sont en train de prendre notre place, et c'est fort quand même Dunkerque cette année. On n'a pas réussi à les battre, ils vont battre une des meilleures équipes du championnat. Jusqu'où vont-ils aller en fait? Pour finir, Julien? Bah, Osef, parce que Dunkerque, c'est pas un club de Ligue 2. Oh. Encore une fois, on salue nos amis les échos de tribu. Et donc nous allons partir faire un tour du monde, prendre des nouvelles de nos anciens Valenciennois. Et du coup on va commencer dans notre cher pays, la France. Donc malgré un bon match de Reims, Nîmes l'emporte sur un hold-up 1-0 sur un but de Renaud Ripard. Younis Abdelhamid était le capitaine de Reims et il a fait plutôt un bon match malgré la défaite. Même si son équipe a perdu 1-0 contre Lyon, Angelo Fugini a montré à l'étendue de son talent, il a été le meilleur joueur de son équipe et on a vu une palette technique assez monstrueuse de la part d'Angelo. Du côté de Guingamp, Niakate Robaille était titulaire face à l'AS Ajaccio, score final 2-2. Sikou a délivré la passe décisive à Loïc Palin en toute fin de match, qui permet justement à Guingamp de décrocher le match nul vraiment en toute fin. Et maintenant nous allons partir du côté de nos voisins lensois, puisque Tony Mauricio est resté sur le banc pendant toute la rencontre, la victoire face à Dijon 1-0 de Lens, tandis que Jean-Louis Leca a disputé tout le match dans les buts et a fait plutôt une bonne prestation. Ensuite nous avons Lilian Brassier qui a effectué son premier match en tant que titulaire à Brest contre l'AS Saint-Etienne.
Et c'est plutôt une bonne première titularisation puisqu'il l'emporte 4-1. Et un très bon match pour Lilian, même s'il n'a pas eu grand chose à faire puisque l'attaque de l'AS Saint-Etienne était plutôt faible. Malheureusement, la catastrophe continue aussi du côté de Strasbourg. L'équipe de Lebo Motiba, Madi Waris, Thierry Loret, l'ancien joueur de l'USVA ou encore Kenny Lala, buteur dimanche. Le RCSA s'est incliné 4-3 contre Montpellier, donc la mauvaise série continue du côté de Strasbourg. Maintenant, partons en Angleterre puisque West Ham a battu Sheffield United 1-0 sur un but de Haller. Masuaku a joué piston gauche pendant tout le match. Il a fait une performance plutôt correcte sur son côté gauche. Même en faisant une passe décisive et en mettant un but, Huddersfield, l'équipe d'Isaac Benza, a perdu 3-4 contre Stoke City. Et c'est dommage parce que c'était vraiment une performance assez exceptionnelle de la part de notre ancien attaquant. Maintenant, partons du côté de l'Allemagne où pas mal d'anciens Valenciennois s'y trouvent. Donc on peut commencer avec Leipzig, l'équipe de Dayot Upamecano. C'était un match compliqué pour Leipzig et Dayot Upamecano où ils ont fait 1-1. Et Dayot n'a pas fait un excellent match, ça a été un match plutôt complexe. Tandis qu'au niveau du Hertha Berlin, Lucas Toussaint est resté sur le banc face au Borussia Dortmund et la défaite 5-2. Donc on va dire tant mieux pour lui d'être resté sur le banc, il n'a pas participé au naufrage collectif. Mais aussi un match plutôt compliqué pour Moussa Niakhaté, malgré la victoire de Mayence contre Fribourg. Il a perdu la plupart de ses duels et il a pris un carton jaune. Donc ensuite, nous pouvons partir du côté de la Belgique, Charleroi, le club où Nicolas Pento joue. C'est incliné 1-0 contre Gand. Donc c'est dommage, Charleroi qui fait un bon début de saison puisqu'ils sont dans le top 5 du championnat belge. Maintenant, on va partir dans des pays un petit peu plus exotiques puisqu'on part du côté de la Hongrie où Liesuri s'est imposé facilement avec le Molfehervar 3-0 contre Diosgori VTK. Où Liesuri vraiment a fait un bon match, 3-0 de toute façon il est obligé de faire un bon match. Ensuite, on peut partir du côté de la Grèce où justement l'Inse Rose est aligné avec un ancien joueur du championnat de France, pour ceux qui connaissent, Yon Benaloan. Et l'Inse Rose s'est imposé 1-0 avec Laris Thessaloniki contre Panetolikos. Donc on va dire que c'était plutôt une semaine moyenne au niveau des scores pour les Valenciennois, mais dans les performances individuelles, on a quand même vu des bonnes choses de la part de pas mal de joueurs. Et pour moi, ce qui reste vraiment à noter, ça reste quand même la première titularisation de Lilian Brassier. Et on attend d'en voir plus et de voir ce que ça vaut en Ligue 1. J'aimerais aussi rappeler qu'on a encore pas mal d'anciens Valenciennois qui nous ont fait rêver à l'époque, qui sont encore libres. Je pense notamment à Renaud Coad ou à Carlos Sanchez, qui n'ont pas retrouvé de club depuis et qui mériteraient d'en retrouver un. On aimerait pouvoir en parler dans cette chronique une autre fois. Merci Larry et merci Maxence, perso j'ai adoré la partie de Maxence, elle est excellente. Alors on va introduire le débat. Alors le débat, c'est tout simplement un débat sur le système de jeu, sur notre nouveau système de jeu depuis quelques temps, enfin depuis vraiment peu de temps. C'est le passage en 4-4-2. Alors le petit débat, ça va être de savoir est-ce que c'est un système qui est en gros perçu pour perdurer, quoi. Et du coup, je voulais on va prendre vos avis sur la question. Alors perso, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus, donc je voulais savoir votre ressenti sur le 4-4-2. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes encore sceptique? Alors peut-être Maxence pour commencer, le spécialiste. Ouais, je vais commencer. Déjà, le 4-4-2 ou même plus précisément à l'époque, le 4-2-4 a été intégré par Robert Domergue en 53 et ça a été probablement la composition la plus prolifique de l'USVA et du FC de l'histoire, comme vous l'avez sûrement entendu chez François juste avant. Et en gros, Robert Domergue nous a installé ce système et c'est un système maintenant devenu historique à Valenciennes. Maintenant, est-ce qu'on a les capacités de le mettre en place aujourd'hui? On manque de joueurs cruellement, puisque quand on voit qu'on placarde Moussa Guel, qu'on fait jouer Kevin Cabral, ailier droit, en pointe, et que la combinaison Chevalier-Guillaume ne marche pas, ou du moins n'a jamais marché, et un milieu de terrain qui parfois, n'arrive pas à être en forme en même temps, c'est un peu compliqué de pouvoir jouer en 4-4-2 aujourd'hui à Valenciennes, mais avec un peu plus de moyens, on pourrait peut-être s'y faire. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec Maxence? Donc si je résume bien ton propos, tu parles surtout du fait que peu importe le système, en gros il manque des joueurs de qualité. Mais qui plus est dans ce système-là. Ouais, il manque des ailiers, on n'a pas d'ailier gauche à part Moussa Guel. Après on a Elogo mais c'est plus un milieu offensif, Et le problème c'est qu'on n'a pas de vrai ailier gauche de métier et du coup on peut pas jouer en 4-4-2 actuellement.
Alors je sais pas vous, mais perso, bah du coup, tu parlais des logos, mais moi je le vois comme un gagnant justement de ce passage à ce système. J'ai l'impression que le système est fait pour lui. Mais du coup aussi, bah, à l'inverse, il y a 3 joueurs sacrifiés, je dirais, parce qu'il y a Diliberto qui joue maintenant dans un poste qui lui convient visiblement pas. Bon, Chevalier sur le banc, est-ce que c'est du fait du passage en 4-4-2, je sais pas. Et un team apparemment qui était plus à l'aise à 3 défenseurs. Alors moi, je voulais savoir, du coup, est-ce que vraiment c'est un système qui convient mieux aux joueurs clés de cette équipe? Peut-être François. Alors, moi, pour la raison officielle. Attends. Alors, moi, j'aime beaucoup donner l'avis des gens. Alors, la raison officielle, c'est que j'aime beaucoup l'interactivité. Et la raison officieuse, c'est que je suis une brêle totale en tactique et que je suis incapable d'avoir un bon avis. Mais on vous a posé la question sur Twitter. Et ça revient un peu à ce que tu disais, Julien, c'est que les gens ne sont pas trop convaincus par ce 4-4-2 qui semble plutôt encore inadapté à notre effectif. Je vais vous lire 2 avis dans ce sens. Il y a Dodo Lassomure qui dit « Perso, j'en pense qu'on se passe d'un possible 4-2-3-1 qui pourrait nous convenir beaucoup mieux. 2 vrais sentinelles comme Jus et Cécy et Logo ou Dilip qui ont un gros potentiel en 10. Sur les ailes Cabral et surtout Guel, à qui on ne laisse pas sa chance. Et ça nous permettrait de pouvoir alterner entre Teddy et Guillaume Devant, beaucoup plus équilibré que le 4-4-2 à mon avis. Timothée pareil, pour moi le 4-4-2 est un peu old school maintenant, on revient plus vers un jeu avec un 10 et des ailiers derrière un attaquant de pointe, donc 4-2-3-1. AVA, nous avons les joueurs pour jouer dans ce système mais pas encore expérimenté et j'attends toujours de pouvoir en parler. Et enfin il y a notre ami Marceau qui nous a fait une analyse très très longue où à la fin il préconise un 4-3-3, mais je vais lire juste le début. Alors il dit qu'il n'est pas fan du 4-4-2, c'est souvent très axial et je préfère quand ça joue sur toute la largeur du terrain. Maintenant il y a des équipes qui savent très bien l'utiliser, mais je pense à V1, on ne fait pas le recrutement pour et donc on n'a pas les joueurs pour utiliser ce dispositif. Masson et Damedia c'est très fort à la récupération, mais un peu moins pour se projeter. Au final notre seul milieu qui est capable de faire ça, Diliberto, doit jouer en pointe basse. Enfin dommage de ne pas faire un 4-3-3, donc à la différence du 4-2-3-1. Quelque chose comme ça, en sachant qu'on a pas mal d'ailiers et que Chergui reviendra quand il ne sera plus blessé. Voilà, donc si tu as encore pas besoin de mon avis, mais celui des autres, n'hésite pas à revenir me voir. Ouais, bah là, franchement, ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas à dire. Alors, du coup, bah, peut-être une question à Larry. Je voulais savoir, parce que bon, c'est un peu relatif quand même, mais on est meilleur, enfin, on est meilleur, on marque plus de buts depuis qu'on est passé en 4-4-2. Franchement, c'est l'explosion footballistique totale. Et est-ce que pour toi, Larry, c'est grâce à ce passage en 4-4-2 ou est-ce que c'est du fait du nouveau duo Guillaume-Cabral? Bah, sur les buts qu'on a mis ces 2 derniers matchs, 4 ont été inscrits par un défenseur. Faut pas l'oublier. Je crois qu'on n'a pas assez parlé ces dernières semaines. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour parler de réussite ou d'échec. Ça sera encore expérimenté quelques matchs. Mais sinon, le principal problème de cet effectif, c'est qu'importe le système qu'on alignera, il nous manquera toujours des joueurs sur les côtés. Ouais, c'est ça en fait. Bah, du coup, peut-être que le 4-4-2 est plus conçu pour ça. Bah, j'en sais rien, moi j'y connais rien en tactique, Mais désolé. justement, Vas-y. c'est pour ça que Guégan utilise justement, là, je parlais du 4-2-4 avant, mais c'est pas le système vraiment qu'utilise Guégan. Le système qu'utilise Guégan, c'est vraiment un 4-4-2 losange avec un 10, une pointe basse, 2 milieux centraux. Donc justement, il joue sans les joueurs de côté, et c'est pour ça que Sik Moussaguel est mis au placard, je pense, sauf si c'est un problème non sportif, ça je ne sais pas. Mais du coup, on se prive de nos joueurs de côté et on est obligé de les remettre en pointe comme avec Cabral. Et justement, je pense que si on joue en 4-4-2 axial losange comme ça, c'est parce que on n'a pas les joueurs nécessaires. C'est important de le rappeler, on n'a pas les joueurs nécessaires pour aller à gauche. Cabral à droite, on n'a pas de doublure, à moins que je ne les connaisse pas, mais on n'a pas de doublure à droite. En pointe, le duo Chevalier-Guillaume n'a pas fait ses preuves. Ça n'a jamais fait. Dans un 4-4-2, on ne sait pas après, parce que la seule fois où ils étaient alignés dans un 4-4-2, si je me trompe pas, c'est à Pau. Mais c'était avec Malek Chergui sur le côté droit. Et justement, là, on joue en 4-2-4, et on a vu que ça avait bien marché. Mais du coup, c'est juste un problème de joueur. Aujourd'hui, on joue dans un 4-4-2 losange. Ça nous réussit pas forcément mal, mais il faut juste qu'on continue à apprendre à le maîtriser. Et moi, je voulais savoir, Maxence, si tu pensais que c'était un système qui est conçu du coup pour durer, ou est-ce qu'il fait ça un peu un peu comme un palliatif quoi, par rapport au manque de résultats, un peu une solution d'urgence, ou est-ce que tu penses vraiment que c'est une vision à long terme? Je pense que c'est une solution. Je pense que c'est une solution d'urgence, clairement, puisque s'il avait d'autres joueurs, je pense aucunement qu'il jouerait comme ça. Ça se voit que les joueurs ont pas l'air
ultra à l'aise, comme on voit avec Gilberto par exemple. On peut prendre l'exemple de Gilberto qui joue en point de base, ça n'a rien à faire sur un terrain de foot malheureusement. C'est un joueur qui doit jouer soit 8, soit voire 10 quoi, mais du coup on a un joueur qui est très fort en 10 en ce moment et à qui le système réussit beaucoup, c'est Arsène Logo. Mais non, je pense que c'est un système d'urgence, le temps de trouver des joueurs nécessaires, donc il peut attendre encore longtemps. Après, on se disait déjà l'année dernière, quand il jouait avec son système à 3 axiaux, on disait aussi que c'était le fait que c'était ses recrues. Donc au final, il n'avait pas vraiment envie de jouer avec des joueurs sur les ailes en attaque. Alors est-ce que tu imagines un jour Guégan passer dans un système par exemple en 4-3-3 ou un système audacieux avec des milieux de terrain qui se projettent vers l'avant tous est-ce que tu vois Guégan un jour faire ça? Bonne question. Moi, je pense que non, je le vois pas vraiment faire ça. Mais je pense que justement, c'est encore une fois le problème de joueur en fait. Je pense que s'il avait plus d'ailiers qu'il avait de joueurs centraux comme il est là, parce qu'il faut le rappeler quand même qu'on a 6 milieux défensifs, c'est un peu compliqué. Donc il est obligé forcément de faire un plan de jeu axial. C'est ce qu'il faisait aussi avec son 3-5-2. D'ailleurs, c'était même pas un vrai 3-5-2, c'était un 3-2-1-2. Genre, t'avais 2 attaquants, un 10, 2 milieux centraux. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et du coup, on pouvait pas exploiter les ailes encore une fois. Les seuls joueurs qui exploitaient les ailes étaient les pistons gauche et droit et ils n'avaient pas un apport exceptionnel. Laurent Dos Santos et Ali Apé n'ont pas eu un apport exceptionnel. Donc maintenant, est-ce que je l'imagine jouer en 4-3-3 plus tard? Je pense pas qu'il le fera. Et pour rendre un hommage à ceux qui nous ont fait l'amitié de nous répondre, on va les citer. Donc tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que le 4-4-2 va évoluer. Il y a Nadivas qui dit le 4-4-2 Logent, c'est peut-être là où nos joueurs sont le plus à l'aise, mais il est compliqué à exploiter. Nos joueurs ne sont pas assez techniques, surtout avec un bloc bas. Problème est qu'on manque de joueurs de couloir pour jouer autrement, sinon je verrais plus V en 4-3-3, donc un peu ce que vous disiez. Maxence Levent, pareil, un 4-4-2 classique c'est démodé, on est déjà léger au milieu, donc créer du jeu avec 2 milieux c'est léger. Je suis beaucoup plus fan du 4-2-3-1, mais on a quand même un fan du 4-4-2, c'est Alexis Cavares qui dit dispositif le mieux adapté à notre effectif actuel. Dommage que ce soit par défaut, par contre, on n'a aucun ailier capable de faire la différence, c'est un fait. Chergui pas remplacé par les os et les autres trop tendres, et Logo a l'air de s'épanouir en 10, Guillaume Cabral ça fonctionne. Et enfin peut-être le mot de la conclusion qui résume ce débat, il y a El Krakito59 qui nous dit que ce soit avec n'importe quel dispositif, on est nul. J'aime bien quand c'est concis comme ça. Alors je pense qu'on peut terminer là-dessus. En fait, le bilan qu'on peut faire, c'est qu'on est vraiment sur un truc, on teste et puis on verra bien quoi. Un peu comme cette émission d'ailleurs. On est sur du Edis Dieck, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on bricole, on met des joueurs pas à leur poste, on fait des systèmes à l'arrache, et puis voilà quoi. Inch'Allah ça passe. C'est pour ça qu'on aime ça. Du coup, on va terminer ce débrief et puis ce débat, c'est l'habitude, et puis on va enchaîner avec l'interview d'un supporter auxerrois. Ouais, Alex Agia qui nous a fait le plaisir, pour rien vous cacher, c'est une surproduction hollywoodienne, donc en fait l'interview étant différée, elle a déjà été faite, mais elle fait 17 minutes, donc ça peut faire peur, mais honnêtement il est très très drôle et très intéressant, donc je vous la conseille. Et donc nous recevons Alex, supporter auxerrois. Du coup Alex, est-ce que tu peux te présenter rapidement et ton rapport à la Auxerre, depuis quand tu supportes ce club, etc. Bonjour à tous. Écoutez, je supporte la GIA depuis tout petit, puisque j'ai grandi à Auxerre. Je pense que on fait tout ça, on supporte tous la ville dans laquelle on vit. Donc voilà, j'ai connu évidemment, j'ai 26 ans, donc j'ai grandi avec l'époque où on a eu Cissé, Mexès, Boumsong et compagnie, les épopées en Coupe de France. J'ai pas connu 96, alors bon, j'étais né, mais j'étais tout petit. J'ai pas connu la grande époque, mais j'ai quand même connu la GIA en Ligue 1 et en Ligue des Champions jusqu'à la descente. On était quand même en Ligue des Champions en 2012, hein, c'était en 2011. Voilà, et puis on descend l'année d'après, donc voilà. Et puis depuis, on se tape un peu des purges en Ligue 2. On descend sous 2 degrés face à Orléans avec 2000 spectateurs, mais bon, c'est comme ça, on est toujours en arrière. Voilà. Et justement, cette saison, on voit que ça a été un début de saison plutôt mitigé du côté de la JOCR, parce que ça fait défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Et au final, là, on a une dynamique qui s'est lancée. Victoire contre Chambly 4-0, 2-2 contre Rodez, 2-1 contre Amiens, 3-0 contre le Paris FC. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas un trompe-l'œil ou est-ce que vraiment la saison commence à vraiment démarrer du côté de la JOCR? Alors c'est en train de prendre, c'est assez intéressant. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça à la GIA. Faut savoir, alors déjà en début de saison, les signaux étaient verts un peu partout. Voilà, il n'y avait pas de problème en interne. C'est la deuxième saison de Jean-Marc Furlan. Faut savoir qu'à la GIA d'habitude,
le coach arrive en milieu de saison, et puis après, il fait une saison pleine, et puis il se fait virer, il se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, globalement, les coachs ne font pas 2 ans à la GIA. Voilà, ils font 1 an, si c'est pas moins. Voilà, donc déjà, il y a cette stabilité-là. Jean-Marc Furlan a pu avoir les joueurs qu'il voulait. Il a remplacé à peu près tous ceux qui n'étaient pas les siens. Voilà, maintenant, c'est son groupe à lui pour la 2e saison. Il y a eu une prépa qui a été très longue, un mercato bien anticipé pour une fois. Voilà, parce que d'habitude, on est toujours là à faire au 31 août des coups comme l'année dernière. Le bilan arrive le 31 août, par exemple. Donc, il n'y a pas eu de prépa avant, il n'y a pas eu grand-chose. Ce qui est compliqué pour entamer une saison. Là, on a eu, comme tout le monde, 8 semaines de prépa, mais contrairement à beaucoup de clubs de Ligue 2, on a eu le temps, voilà, nous, de se préparer parce que les joueurs étaient déjà arrivés. Voilà, le début de saison est pas terrible, il faut le dire. On jouait en 4-2-3-1 comme l'année dernière, un peu une sorte de possession stérile, pas terrible, où on jouait très haut, où on se prenait des contres. Voilà, c'était un bon résumé de notre saison dernière, où en gros on jouait très haut comme ça, avec de la possession stérile, on n'arrivait pas à marquer, on se faisait contrer, on perdait 1-0. Voilà. Et puis il y a un changement de philosophie dès le match de Châteauroux, qui est le 2e match de la saison, on gagne 3-1 chez eux. Et ce match-là, on joue en 4-1-4-1, on joue assez bas et on fait un peu un contre. Enfin, on joue un peu un contre, mais c'est de la construction rapide. C'est pas un contre hyper direct. On joue pas, je sais pas comme Dunkerque ou même vous l'année dernière. Je sais pas. Je pense que vous jouiez un peu comme ça en jouant à 5 derrière. Oui, on y est encore un peu. Hein. Ouais, j'ai vu que vous étiez passé à 4 et que c'était pas non plus très flamboyant, mais bon, enfin, on va dire que ça prend. Il y a un système qui fonctionne. Les joueurs sont mis dans des bonnes dispositions. Je pense à Biram Atouré qui était un numéro 6 à Nantes et qui a besoin comme ça de cette latéralité, un peu comme, on va un peu abuser, mais un peu comme N'Golo Kanté qui a besoin de cette latéralité aussi et qui est beaucoup moins bon dans un milieu à 2. Là, c'est pareil à la GIA. Biram a besoin d'être tout seul. Et puis devant lui, on a un trio avec Saki et Autrette qui complète le trio du milieu, qui sont très créatifs. Voilà. Et puis le Bihan qui se met à marquer, comme du Gimon d'ailleurs, devant. Voilà. Donc globalement, des bonnes recrues. Qualitativement, on a passé un cap. Collectivement aussi. Et puis aujourd'hui, sur les 2 derniers matchs, c'est très encourageant parce qu'on voit que la maillot a prise plutôt. Et voilà, on avait rarement vu un collectif comme ça, et puis on a une vraie colonne vertébrale qui se dégage, voilà, ce qu'on n'avait pas les dernières années. D'habitude, ça tourne beaucoup et on a du mal à trouver un 11. Là, voilà, on y est. On est à la 10e, 11e journée. On a un 11 qui est là, et puis ça marche, quoi. Voilà, ça tourne. Juste à la prochaine question, Sif. Ouais, bah justement, tu parlais de Jean-Marc Furlan et bon, je suis comme toi, j'imagine avec Valenciennes, je suis de très loin à Auxerre, mais je suis quelques supporters et j'avais l'impression que c'était un entraîneur qui n'avait pas fait l'unanimité en tout cas au début à Auxerre. Puis aussi, est-ce que globalement ça va mieux en interne à Auxerre? Parce qu'on en parlait un peu en avant-match, tous ces clubs qui descendent en Ligue 2, c'est très souvent le bordel, pour le dire gentiment. Tu nous as demandé ce qui se passait à Valenciennes, on t'avait parlé de guerre civile. Est-ce qu'à Auxerre, justement, cette bonne dynamique que tu nous décris, ça peut aussi s'expliquer par un apaisement en interne? Oui, il y a un apaisement général. Après, Jean-Marc Furlan, ça reste quand même un coach qui est compliqué à gérer, on va dire. Voilà, tu peux faire grincer des dents par sa com. Sa com est quand même pas extraordinaire quand on regarde les confs d'avant-match ou d'après-match. Voilà, bon, c'est quelqu'un de brut, voilà, de passionné. Au début, j'adhérais beaucoup parce que voilà, c'est quelqu'un de très passionné. Quand on l'écoute parler, c'est quand même agréable. Mais après, voilà, il rabâche souvent la même chose. On s'en lasse un peu Et puis c'est un entraîneur qui est un peu frustrant dans ses remplacements, parfois dans ses choix d'équipe. Voilà, il faisait beaucoup tourner l'année dernière. Là, cette année, on a trouvé un 11. Je pense qu'il va pouvoir commencer à faire tourner maintenant qu'il a trouvé son 11 et son dispositif. Voilà, entraîneur un peu frustrant, mais ça marche, ça gagne. Voilà. Et puis oui, voilà, comme vous disiez, ça revient sur la question quand même où les planètes sont plus alignées en interne de manière générale, ça c'est clair. Juste à la prochaine question, Steve, ça règle chez toi ou pas? Oui, ça enregistre. Ok. Du coup, je passe à la prochaine question. Alors, justement, comme tu dis, la GIA qui a changé de dispositif, etc., et qui commence à trouver son 11, est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'effectif et le 11, et est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller selon toi dans l'effectif au Serrois? Alors, c'est ce qui change aussi. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs à surveiller.
Il y a une défense qui est assez solide. On a Joubal qui est arrivé cet été, il est arrivé d'ailleurs en septembre, je crois, du Portugal, de D1 portugaise, qui est vraiment très solide en défense. On a Gauthier Loris qui s'est installé à côté de lui maintenant. À gauche, on a Bernard, qui est pour moi le maillon faible, on va dire, derrière. On a Arcus à droite qui a sa deuxième ou troisième saison plutôt chez nous, qui devient régulier et qui est vraiment de plus en plus fort. Là, dans les duels, pour le passer, ça devient vraiment compliqué. C'est un joueur qui a un physique très impressionnant. Après, techniquement, il est limité, mais il a un physique niveau Ligue 1 là-dessus. Voilà, et techniquement, il est plus national, mais bon, il progresse quand même. Ouais, bon, on peut pas tout avoir dans un joueur, mais ça reste un joueur qui a énormément progressé chez nous. Je le voyais pas, quelqu'un qui est plus attiré par la technique d'un joueur, et je le voyais pas progresser ainsi. Mais voilà, quand on a un physique de niveau vraiment Ligue 1, voilà, ça aide en Ligue 2. Ensuite, Birama Touré, ça reste quand même un très bon joueur à la récupération. Après, il est pas terrible à la relance, mais on a deux joueurs devant lui qui sont Saki et Autrette, qui sont deux très bons joueurs. Voilà, Saki repositionné aussi dans ce rôle de relayeur est très bon, meilleur passeur de Ligue 2 par ailleurs. Voilà, c'était un joueur qui, quand il était plus haut sur le terrain, tirait beaucoup et n'était pas très efficace. C'est un joueur qui, à mon sens, devait être plus bas, et maintenant qu'il est plus bas, et Axial est bien meilleur parce que ça l'empêche un peu de tirer à toute berzingue. Parce que l'année dernière, c'était quand même le joueur qui tirait le plus, je crois, en Ligue 2, et forcément le moins efficace parce qu'il se mettait dans des positions de tir où il n'a quasiment aucune chance de marquer. Donc voilà, là maintenant, il s'est mis dans un rôle de passeur et ça lui va à merveille. On a Autrette à côté qui serait à mon sens peut-être meilleur à un cran plus haut, peut-être sur le côté gauche, mais bon, il est là et il fait quand même le boulot. Le Billon qui s'est réveillé, ça c'est incroyable, c'est quelque chose d'incroyable. On n'y croyait plus, non mais enfin il faut le dire, hein. C'est un joueur qui quand même a été blessé, il me semble qu'il a été opéré 2 fois ou 3 fois du genou, qui avant d'arriver à la GIA doit être opéré à nouveau et ne le fait pas. Voilà, il fait une saison très compliquée les dernières où il est titulaire tout le temps. On ne comprend pas côté supporter pourquoi il est titulaire. Quand je dis que Furlan fait grincer des dents, c'est notamment pour ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'il a ses joueurs un peu chouchous ou voilà, enfin qui va pas mettre sur le banc, voilà, même s'ils sont mauvais, bah non, il va quand même les garder dans le 11 et le Billon en faisait partie. Et puis voilà, il y a eu une remise en question du joueur. Il a perdu, je sais pas, 4-5 kilos dans l'été. Il a fait une vraie prépa. Mentalement, il a complètement changé sur le terrain. Voilà, c'était un joueur qui râlait tout le temps sur la pelouse, qui faisait pas les efforts, qui était constamment hors jeu, qui faisait pas de pressing. Et cette année, il fait tout ça. Voilà, alors il y a un gros suivi médical de son côté, ça faut être clair et net, parce qu'il a quand même un genou qui grince. Voilà, il a des problèmes au dos aussi, donc il est très suivi par le staff médical là-dessus. Et voilà, voilà. Je suis dans les plus surpris par ce joueur, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il renaisse comme ça, parce que c'est une renaissance, hein. Voilà, à cet âge-là, après autant de saisons blanches, autant de problèmes physiques, arriver à revenir à un niveau Ligue 1, parce que quand il est comme ça, là il marche sur l'eau. Je me l'explique pas, mais voilà, c'est un joueur qui a des qualités déjà de base, mais qui a été opération physique, et voilà, qui sera le danger, sûrement le danger principal samedi. Voilà, et puis sur le côté gauche, on a du Gimon qui au début de saison n'était pas le favori. Fortuné lui était préféré, puis qui finalement a pris sa place et qui est tout aussi efficace quasiment que le Bihan en termes de buts par minute maintenant. Donc ça fait quand même deux gros dangers devant. Plus à droite, Ngando ou Hein. Alors Ngando est un peu plus décisif que Hein, mais enfin bon, les deux joueurs sont très corrects sur le côté droit et ça marche globalement assez fort. Voilà, pour le tour on va dire, et ça c'est en gros le 11. Ça tourne pas beaucoup aujourd'hui, la GA ça tourne à 14-15 joueurs à peu près, hein. Ça tourne pas plus que ça alors qu'il y a 30 joueurs pro, mais les jeunes sont pas intégrés. Ça fait partie des choses aussi qu'on apprécie moins forcément quand on est supporter d'un club formateur. Et puis il y a pas mal de joueurs qui sont sur la touche et qui ne devraient pas revenir. Je pense à Belugou. Alors bon, après Belugou est très vieux, j'ai pas nécessairement envie qu'il soit dans le 11, mais enfin bon, c'est des joueurs comme ça qui sont écartés et voilà, c'est la gestion Furlan, mais bon, tant qu'on gagne, moi ça me gêne pas trop. Justement, on parlait en avant-match que c'était votre 8e ou 9e saison consécutive en Ligue 2. Bon, j'ai aucune peur que Valenciennes n'aille pas chercher ce record. On ira aussi faire un avis 9 saisons, mais
Est-ce que pour vous, ça y est, c'est le bout du tunnel? Est-ce que tu penses que après quelques saisons où vous avez eu quelques espoirs, ça y est, c'est la bonne et Auxerre va retrouver sa place en Ligue 1? Alors c'est possible. Pardon, il y a une chose. Il y a une chose déjà, c'est que ce projet avec Jean-Marc Furlan, et comme c'était le cas aussi avec Correa et Gilot, c'est qu'à la base c'est un projet qui est en 3 ans. On sait qu'il faut 3 ans pour monter parce qu'on a besoin Furlan avait besoin d'avoir ses joueurs à lui, voilà, le temps d'avoir les anciens joueurs, des anciens coachs qui partent, qui sont en fin de contrat, etc. Donc normalement on est censé monter l'année prochaine. L'objectif cette année c'est le top 5. Voilà, je pense que pour l'instant on est là pour jouer entre la 4e et la 8e place. Je pense que pour l'instant c'est notre place. Après avec des joueurs comme Le Bihan, Saki, Dugimon qui marchent sur l'eau en ce moment, on peut espérer viser plus. Après ma crainte c'est qu'on ne monte pas de cette année et qu'on ait des gros qui descendent. Alors Dijon devrait descendre, mais si le deuxième par exemple c'est Strasbourg ou un club de ce type qui prendra forcément une place pour remonter l'année prochaine, ça ce sera compliqué pour nous. Donc mon espoir ma volonté c'est qu'on essaye de monter cette année à tout prix parce que la Ligue 2 cette année elle est vraiment très faible, elle est très homogène. Tout le monde a sa chance pour monter. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment et j'espère qu'on sera pas trop short, quitte à faire une recrue de plus ou deux au mercato hivernal si on est bien placé d'ici à mi-janvier. Je pense que voilà, il faut tenter notre chance. On n'a jamais été dans cette position de véritable outsider à la montée depuis la descente. Voilà, c'est notre meilleur début de saison. On n'est que 3 points devant par rapport à l'année dernière au même niveau. L'année dernière, on était à 16 points au bout de 11 journées. Là, on est à 19 points. Voilà, c'est qu'une victoire. Faut pas s'enflammer non plus là-dessus, mais il y a des signes très positifs et ça peut être l'année pour la GIA. Voilà, à condition de se donner les moyens à chaque match. Ça veut dire bien entamer les matchs à chaque fois, comme on le fait maintenant cette année, pas comme l'année dernière. Voilà, on avait l'habitude à la GIA. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans cette chose-là qui est de pas forcément bien entamer les matchs. Voilà, si on n'est pas là dans les 15 premières minutes en Ligue 2, voilà, il suffit de prendre un but et puis vous avez perdu le match dans 75 ou 80% des cas. Donc voilà, et cette année on fait ça maintenant, comme face à Amiens, comme face au Paris FC. Il faut se faciliter les matchs comme ça. Il faut bien entrer dans le match et puis dès qu'on marque au début du match, voilà, le match il est facilité. Après on le gère tranquillement et puis on ramène les 3 points quoi. Et donc, l'année dernière, Valenciennes recevait un prêt du FC Metz et ce prêt c'était Gauthier Hein, qui donc a préféré signer chez vous cette saison parce qu'il ressentait plus de confiance du côté du coach Furlan que du coach Guégan. Et du coup, on vient prendre un peu de ses nouvelles. Qu'est-ce qui devient un petit peu Gauthier Hein cette saison? Alors Gauthier, c'était très prometteur en prépa. J'ai vu à peu près tous les matchs de prépa qu'on avait autour d'Auxerre, on va dire, en pré-saison. C'était très prometteur. C'est lui qui est préféré en début de saison à Ngando. Après, le vrai problème de Gauthier Hein, et vous l'aviez aussi à Valenciennes, je pense que vous l'avez remarqué, c'est que c'est un joueur qui est pas assez décisif. Je pense qu'on attend de lui qu'il marque, pas qu'il marque, mais qu'il fasse 10 passes décisives dans la saison. Voilà, et c'est un joueur à qui il manque ses lignes de stats, quoi. Voilà, il est intéressant, techniquement, c'est vraiment au-dessus. Je sens que c'est un très bon joueur. Maintenant, ça reste un problème pour lui pour s'imposer. J'attends de lui qui monte en gamme là-dessus. Voilà, quand Ngando, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus statique, qui est moins bon que lui en termes de qualité, mais qui est décisif. Voilà, qu'il l'était déjà l'année dernière, et donc c'est difficile de lui prendre la place. Après, je pense que Gauthier sera dans le 11 au cours de la saison parce que Ngando et Hein c'est un peu kiff-kiff en termes de qualité à l'instant T, et donc je vois bien Gauthier prendre sa place dans le 11 à terme dans la saison. Donc voilà, ça va venir, voilà, il s'intègre tranquillement. C'est un bon garçon, je pense qu'il faut qu'il se fasse un peu violence et qu'il se fixe des objectifs, voilà, faut qu'il soit décisif. Parce que c'est important, voilà, quand on est un jeune joueur, quand on est à un poste offensif, voilà, on peut pas être ailier droit et pas faire une passe décisive de la saison, quoi. Ou en faire 3 ou 4, quoi. C'est pas assez, il faut en faire beaucoup plus que ça, il faut en faire une dizaine. Donc voilà, on attend ça de lui, quoi. Il avait le même problème à Valenciennes. Et sinon, pour finir, justement, est-ce que tu auras un prono pour le match? Alors, c'est compliqué, je dirais 2-0 pour nous, parce qu'on est à la maison et que ça nous réussit bien.
Après, comme je disais, c'est le plus important en Ligue 2, c'est de bien entamer son match et de se le faciliter. Voilà, si on prend un match, si on prend un but, si on n'entre pas bien dans le match au départ et si on prend un but au départ, ça va être très compliqué d'inverser la tendance. On en est capable parce qu'on a une équipe qui tourne bien, qui a confiance en elle là. Mais voilà, j'espère 2-0. Et pour vous? Moi, je vois 0-0. Moi, je sens une victoire à l'arrache, je sais pas pourquoi. Je sens une victoire 1-0 de Valenciennes. Ouais, un petit hold-up. Mais Ouais, c'est possible, hein. Totalement. C'est possible. En tout cas, merci Alex pour ton temps et tes réponses. Et puis quant à nous, on se retrouvera pour le débrief de ce déplacement à la Baie des Champs dès samedi. Salut! Merci à vous. C'était top.